portrait. Moi, c'est pas voulu ce que je fais. Ça vient naturellement. Un tableau, avant d'être un sujet, c'est un assemblage de couleurs. C'est des formes et des couleurs qui s'harmonisent entre elles. C'est un ensemble où certaines ressortent, d'autres. C'est une phrase qui n'est pas de moi, c'est Maurice Denis. Quand je commence, il faut que j'ai la composition générale du tableau, même si c'est pas développé, quoi. Même si c'est un petit croquis. Et c'est en cours de route qu'on précise. Mais il y a toujours une part d'inconscient. C'est un portrait d'une personne réelle, des années 65. Les gens ont posé là. Après, je me suis mis au paysage, en allant sur place, puis de faire quelque chose d'après nature. Un essai de composition que j'avais fait à la même époque, Le Bon Samaritain. Le naufrage des amants, leur barque sombre. C'est bien un thème actuel, ça. Les accusés devant le portrait du grand juge. Ils viennent de le considérer avant de passer devant lui, quoi. Ils sont pleins d'angoisse, quoi. La jeune fille malade. Là, je m'étais représenté, c'est un peu un autoportrait avec des portraits de femmes. Les pêcheuses. Le poisson d'or. Ces trois personnages qui fait nuit et ils sont au bord d'une rivière. L'eau est éclairée, ils voient un poisson d'or qui a l'air en or, qui passe tout doucement. Ça se passe la nuit, au moment où tout est silencieux. Les personnages sont un peu comme en extase devant ce qu'ils voient. Les pèlerins d'Emmaüs, il y a le Christ et les deux apôtres.
c'est pas une vision historique, c'est quand même symbolique. Puis je l'adapte à l'époque actuelle. Dans les tableaux, ça se voit quand même que c'est pas des reconstitutions historiques. On voit des costumes modernes, on voit des maisons actuelles. Si c'était historique, j'aurais fait des recherches sur les costumes. Ça manquerait d'authenticité quand même. Le festin de Balthazar, c'est un passage de la Bible, ça. Balthazar qui fait une orgie avec ses concubines. Puis dans la nuit, les ennemis arrivent. Et pendant qu'il festoie, il y a une main qui écrit sur la muraille. Manet tes seuls pharès. On lui annonce on lui annonce sa chute, sa ruine. Le personnage en vert fait partie de l'assemblage des formes et couleurs. C'est une tache de couleur parmi d'autres. Ça n'a pas de signification particulière. C'est une orgie, alors c'est pas... Il n'y a pas de personnage qui soit pire ou mieux que les autres. Bien qu'il peigne dans ses débuts des paysages, des natures mortes, c'est dans la composition de thèmes multiples qui mettent toujours en scène nombre de personnages que Georges Daron trouve sa voix, son expression, son écriture vers le milieu des années 60. Discret, cet artiste ne s'adonne guère à la pratique de la communication. On peut dire que toute sa richesse intellectuelle et sensitive est concentrée sur l'expression picturale, qui est d'ailleurs l'unique préoccupation de son existence, peinture et vie étant chez lui irrémédiablement indissociables. C'est sa peinture qu'il convient d'interroger si l'on veut tenter d'approcher la vérité de l'artiste, c'est-à-dire son jardin secret. Son moi, thème prégnant, s'est imposé, consciemment ou inconsciemment, mais où réside la différence dans l'instant de la rencontre émotionnelle avec soi-même. Ce thème, il le décline inlassablement. Et là est sans doute la clé de ces tableaux insolites, et même plutôt énigmatiques. Une fresque ininterrompue dans laquelle les personnages incarnent sans aucun doute ses fantasmes, ses rêves, ses angoisses et même ses désirs avortés ou refoulés, des bonheurs entrevus, des joies passées, des réminiscences, en somme tout un magma bouillonnant qui est enfoui dans les replets de son psychisme ou puise son imaginaire qui est son incontestable souverain. Quoique dans bien des tableaux, les titres se réfèrent à la présence de certains héros de caractère universel, ces derniers, comme leurs comparses anonymes, demeurent énigmatiques, inanimés, secrets,
solitaires, muets, incapables de briser le mur de silence qui les entoure. Et malgré le regard dont la plupart des personnages nous fixent, ce qui pourrait être superficiellement entendu comme un épisode narratif ne livre en fait aucune lisibilité intelligible. La forme, dans son originalité, demeure-t-elle alors la seule approche possible de l'œuvre? Je crois que c'est là la question. Les titres, eux seuls, peuvent nous conduire au contenu de l'œuvre. Georges Darod lui-même. L'inlassable sujet, enfermé dans sa complexité qu'il décline. Des titres qui s'égrènent tels les insipides du manuscrit autographe de la vie de l'artiste, dont les pages enluminées nous entraînent dans la profonde et infinie mouvance de ses pulsions inconscientes et, bien au-delà de celle de l'humanité éternelle, son œuvre atteignant à une sorte d'archétype universel, et c'est ce qui fait sa force. Georges Darod est un poète, un visionnaire des régions obscures, une sorte d'halluciné qui rêve ce qu'il est, mais qui ne le sait sans doute pas. Tout paraît si simple dans le parfait art symbolique de ce peintre qui a su créer son propre langage, sa propre écriture, dans des compositions bidimensionnelles. On pourrait dire quasi médiévales, archaïsantes. Peuplées de personnages sans volume et sans ombre, qu'un trait élémentaire et raide cerne, et qu'une palette aux riches résonances levantines qui, si elle ne masque pas totalement les tensions, laisse illusoirement un sentiment d'apaisement. En effet, les années passant, la vision de l'artiste s'éclairant, des aplats de couleurs vives et chaudes ont estompé les vibrations d'une touche fébrile, ont allégé une matière un temps triturée, comme pour dissiper une part des troubles de l'âme, en suggérant seulement les traces par de fines ponctuations, assurant ainsi la stricte cohérence d'une œuvre dont la juxtaposition des fragments s'étale en cette vaste fresque de l'errance intérieure de Georges Darod.